Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 38e épisode du podcast Hypercroissance. Pour l'épisode du jour, j'ai décidé de faire un format quelque peu différent. À chaque semaine, je reçois énormément de demandes de gens me demandant quel livre je lis en ce moment ou encore quel contenu à faire j'ai consommé récemment. J'ai donc décidé de vous faire une petite chronique des meilleurs livres, podcasts et cours en ligne que j'ai eu à ma disposition dans les derniers temps. On parle ici d'un épisode plus court d'une dizaine de minutes qui, je l'espère, vous donnera envie d'aller jeter un coup d'œil au contenu mentionné. Je vous souhaite une bonne écoute et j'attends votre feedback sur ce nouveau format. Le premier contenu que je veux vous parler aujourd'hui est un livre que j'ai lu il y a de ça 2 ans maintenant et qui a complètement changé ma manière de voir les affaires. D'ailleurs, je relis plusieurs chapitres de ce livre année après année. Le bouquin que je fais référence se nomme Profit First et a été écrit par Mike Michalowicz en 2014. Pour vous donner un peu de contexte, il y a une phrase qui résume très bien le livre. Revenue is vanity, profit is sanity, and cash is king. Pour faire simple, Mike Michalowicz s'attaque à un concept fondamental à l'intérieur du livre, mettre les profits en priorité. En tant qu'entrepreneur, on a toujours été mis face à l'équation suivante, revenu moins dépenses égale profit. Dans Profit First, on regarde l'équation différemment. Revenu moins profit égale dépenses. En ayant analysé un nombre impressionnant d'entreprises, Mike a réalisé que la majorité des entrepreneurs n'arrivent pas à bien comprendre un état des résultats ou un bilan financier. La seule chose qu'un chef d'une petite entreprise est capable de voir et de comprendre est la balance de cash flow dans son compte de banque. Je suis certain que si vous dirigez une organisation, vous êtes toujours confus de voir qu'il y a plus de profits qui se retrouvent sur vos états des résultats que dans votre compte de banque. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne et générer des vrais profits dans ses poches et ce, dès le mois prochain? La première chose, selon Mike, réside dans la segmentation de vos comptes de banque. Une entreprise a toujours au minimum un compte de banque où la majeure partie de votre fonds de roulement va se retrouver. L'auteur du livre considère qu'avoir tout son argent au même endroit est une des plus grandes erreurs qu'on peut faire car plus souvent qu'autrement, on risque de penser qu'on a plus d'argent qu'on le pense. Rappelez-vous, selon ses recherches, les entrepreneurs sont uniquement capables de lire la balance de cash flow qui se retrouve dans leur compte et non un vrai bilan. Dans cette optique, il propose de segmenter ses comptes de banque de la manière suivante. 1. Un compte de revenus où tous les paiements de comptes recevables vont se retrouver. 2. Un compte opérationnel où se retrouvent tous vos salaires et vos paiements de comptes fournisseurs. 3. Un compte appelé Owner Compensation, qui est littéralement un compte où la paie des actionnaires va se retrouver. 4. Un compte relié aux taxes. 5. Un compte relié à l'impôt. Et 6. Un compte de profit. Par la suite, selon le chiffre d'affaires que vous faites, vous versez selon une fréquence minimalement mensuelle un dépôt dans chacun de ces comptes. Dans les notes de l'épisode, vous retrouverez d'ailleurs les pourcentages proposés par l'auteur selon votre chiffre d'affaires. À titre d'exemple, si vous faites 1 million de dollars de chiffre d'affaires annuel, l'auteur propose de mettre 10% de vos revenus bruts systématiquement dans le compte profit. Si vous faites un demi-million par année en revenus, Mike propose de mettre 35% des revenus bruts en paye pour les actionnaires. Bref, ces pourcentages peuvent bien entendu être modifiés selon votre réalité. Personnellement, j'applique cette technique à mon entreprise depuis 2 ans maintenant et je n'ai pas suivi à la lettre les chiffres que l'auteur propose. Je vous invite donc à y aller à une cadence que vous savez que vous pouvez respecter et je vous le dis, c'est ça le mot-clé, une cadence que vous pouvez respecter. Également, il y a d'excellentes chances que vous trouviez cette approche un peu trop complexe au départ. Moi-même, je n'étais pas prêt à instaurer 6 nouveaux comptes de banque dès la première semaine et croyez-moi, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous voulez y aller tranquillement, je vous invite à commencer par un nouveau compte de banque seulement que vous allez appeler compte de profit. Prenez l'habitude d'y déposer au minimum un certain montant par semaine et regardez l'effet. Ça peut être aussi bas que 250 $ par semaine pour commencer. Allez-y avec un petit montant et augmentez le tout graduellement. Maintenant, quels sont les impacts que vous allez ressentir sur votre organisation sur une période de 3 mois, disons? Personnellement, j'en vois 2. Bien entendu, vous allez vous assurer de générer un profit avec votre organisation, chose que peut-être vous n'aviez pas avant. 2, vous allez opérer votre entreprise d'une manière beaucoup plus intelligente. Si du jour au lendemain, votre compte opérationnel est à 50 000 $ de fonds de roulement au lieu de 100 000 $ de fonds de roulement à cause que vous appliquez Profit First, vous allez prendre des décisions en ayant en tête que vous avez 2 fois moins d'argent à votre disposition.
Automatiquement, ça va vous obliger à devenir un meilleur gestionnaire et à revoir les coûts superflus attachés à votre organisation. Si vous voulez en apprendre plus sur Profit First, je vous invite à acheter le livre qui se retrouve dans les notes de l'épisode. Petit disclaimer, je n'ai aucun lien d'affiliation relié à la vente du livre. Le deuxième contenu que je veux vous parler est un podcast que j'écoute très régulièrement. Business War, qui est le nom du balado présenté aujourd'hui, est un podcast quotidien qui met en lumière une rivalité qu'a connue deux compétiteurs au cours des années. On retrouve des histoires aussi fascinantes que la rivalité entre Facebook et Snapchat, McDonald's et Burger King, Lamborghini versus Ferrari, et j'en passe. La beauté de ce podcast se retrouve dans sa production. Tout au long des différents épisodes, vous allez littéralement vous sentir dans un épisode télé tellement les effets sonores, les jeux de personnages ou encore les anecdotes sont de qualité. On est loin ici du podcast conventionnel entre deux intervenants qui discutent d'un sujet spécifique. Business War se rapproche davantage de vos séries Netflix préférées. Pour vous donner le goût de plonger dans ce balado, voici la rivalité que j'ai préférée le plus. Ferrari versus Lamborghini. Sans être un grand amateur de voitures, vous risquez d'être très surpris de ce que vous allez apprendre dans cette série. Peu de gens le savent, mais l'histoire de Lamborghini spécifiquement a connu plusieurs vies. Après avoir été fondée par Ferrando Lamborghini en 1963, l'entreprise de voitures de luxe a connu plusieurs propriétaires. Tout au long des 4 épisodes de la saison 21 de Business War, vous allez voir les rebondissements que Lamborghini a eus en devenant propriété de Chrysler en 1987 et V-Power Corporation en 1994. C'est vraiment après l'acquisition de Volkswagen en 1998 que Lamborghini a su devenir le brand de luxe qu'on connaît aujourd'hui. Le dernier contenu que je veux vous partager aujourd'hui est un challenge que j'ai fait il y a de ça 2 mois maintenant. Dirigé par Roland Fraser, le Epic Challenge, qui veut dire Ethically Profit in Time of Crisis, est un défi d'une semaine où l'instructeur vous montre de A à Z comment aller acquérir d'autres organisations. Pour être franc avec vous, c'est de loin le meilleur cours en ligne que j'ai consommé dans ma vie et ce pour plusieurs raisons. Première raison, la qualité du pédagogue. Dans la dernière année seulement, Roland Fraser a vendu 3 des entreprises faisant partie de son portfolio et en a acquise près de 5. Il possède à son actif 24 entreprises qui varient entre 3 millions et 4 milliards de chiffre d'affaires annuel. En d'autres mots, il sait de quoi il parle. La deuxième raison, le format de livraison du contenu. La manière dont est construit le challenge est la suivante. Chaque jour, Roland offrait un webinaire variant de 60 à 120 minutes sur une des 18 étapes à suivre sur l'acquisition d'entreprises. Par la suite, il prenait au moins 30 minutes pour répondre à toutes les questions des participants. Si par contretemps, vous ne pouviez pas être là, vous aviez la chance de regarder tous les vidéos en différé et également d'avoir accès aux documents PDF de la présentation. Troisième raison, la qualité du groupe. Les gens à l'intérieur du groupe étaient tous des entrepreneurs et du monde en affaires. On parle de plusieurs centaines de personnes qui ont fait ce défi avec moi. Vous imaginez donc que la qualité de networking était au rendez-vous. Également, j'ai rarement été témoin d'un groupe autant engagé où chaque personne était capable d'aider la personne qui posait une question. On a même vu des gens faire des ententes ensemble à l'intérieur du groupe. Bref, sans même consommer le contenu, vous pouviez grandement rentabiliser votre investissement en étant seulement actif dans le groupe. Maintenant, voici quelques enseignements que vous allez apprendre dans ce challenge. 1. Comment acheter une entreprise avec aucun argent qui sort de vos poches? Roland va vous expliquer comment à multiples reprises il a été capable de devenir actionnaire d'une entreprise sans y injecter aucun capital. Il démontre que devenir partenaire dans une entreprise peut se faire de manière très créative. Vous allez d'ailleurs dans ce cours entendre quelques-unes de ces 88 techniques différentes pour le faire. Numéro 2, la technique à implanter pour savoir si l'entreprise que vous allez acquérir peut bénéficier de votre organisation actuelle. Très souvent, on veut aller acheter une entreprise car elle offre un service complémentaire à notre organisation. Par exemple, une entreprise X qui vend des jouets pour enfants pourrait être intéressée à acheter une organisation Y qui vend des vêtements pour enfants. Sachant pertinemment que les deux organisations ont la même clientèle cible, l'entreprise X voit une opportunité d'augmenter le nombre de produits vendus à sa clientèle existante en faisant l'acquisition. Maintenant, est-ce que l'achat va vraiment être profitable sur le long terme?
C'est une question que vous pouvez répondre avant même de faire l'acquisition en mettant en place un contrat d'affiliation. Roland mentionne que si vous sentez que vous pouvez croître plus rapidement en achetant l'autre organisation, mettez en place une entente ou pour une période donnée qui peut s'apparenter à 45 voire 60 jours, vous allez vendre les produits de votre possible acquéreur à votre clientèle existante. Vous pouvez également faire l'inverse en mettant en place un système où vous allez vendre à la clientèle existante de votre partenaire vos produits. Vous mettez parallèlement en place un système de commission où tout le monde est gagnant. Si le test entre les deux organisations fonctionne, vous risquez de prendre confiance et de vouloir par la suite faire une offre ferme afin d'acquérir l'autre entreprise. Des techniques du genre, Roland en montre plus d'une dizaine dans son cours. Pour tous les gens qui nous écoutent et qui pensent acquérir des entreprises pour croître plus rapidement, je vous invite à faire ce challenge d'une semaine. Le prix à l'entrée est 55 $ US, ce qui est ridiculement bas pour la valeur reçue. Ça conclut le 38e épisode de Hypercroissance. Si vous avez aimé ce format, je vous invite à m'en faire part à mon email suivant agang@j7media.com. Donc AGAGNE @J le chiffre 7 média au singulier.com. Je reçois de plus en plus de emails de gens qui écoutent le podcast et j'adorerais entendre votre feedback et vos commentaires sur le contenu livré chaque semaine. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.